Il n'y a pas eu d'explosion spectaculaire, pas de navire de guerre englouti sous les flammes, pas de conférence de presse théâtrale avec des généraux pointant du doigt des images satellites. Le véritable séisme de ce conflit est arrivé sous la forme d'une seule phrase. Vendredi dernier, un haut responsable iranien a accordé une interview à CNN et il a prononcé quelques mots qui auraient dû glacer immédiatement tout le monde de la finance mondiale. L'Iran envisageait d'autoriser de nouveau les pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz, mais à une condition, chaque baril devrait être acheté en yuan chinois, pas en dollars américains. Arrêtons-nous ici, parce que cette phrase, dans sa simplicité apparente, contient peut-être la menace la plus sérieuse que la puissance américaine ait connue depuis des décennies, non pas sur un champ de bataille, non pas dans un traité diplomatique, mais dans la mécanique silencieuse qui régit depuis plus de 50 ans le nerf vital de l'économie mondiale, le pétrole, et la monnaie dans laquelle il se vend. 20% de tout le pétrole consommé sur Terre transite par ce couloir maritime étroit, et depuis 1974, une règle non écrite mais sacrée gouverne chacun de ces barils. Ils se paient en dollars, toujours en dollars, uniquement en dollars. C'est ce système que l'Iran vient de mettre en jeu. Et ce qui rend cette séquence vraiment dérangeante, c'est que pendant que tout le monde regardait les missiles, les porte-avions et les cartes militaires, quelque chose de beaucoup plus discret était déjà en train de se produire. Silencieusement, quotidiennement, depuis le premier jour du conflit, voilà ce que ce film va raconter. Commençons par comprendre exactement ce qui est posé sur la table. L'Iran ne demande pas un cessez-le-feu, il ne demande pas une concession territoriale, il ne demande pas la levée des sanctions, ni un échange de prisonniers, ni une reconnaissance diplomatique. Il pose une condition transactionnelle, simple, précise, radicale, payer en yuan ou rester à l'ancre. Pour saisir pourquoi cette condition est si explosive, il faut d'abord rappeler ce qu'est le détroit d'Ormuz dans la réalité économique mondiale. Ce n'est pas un passage secondaire, ce n'est pas une route maritime parmi d'autres, c'est le goulet d'étranglement énergétique le plus vital de la planète. 20% de tout le pétrole brut échangé chaque jour dans le monde y transite. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la plupart des économies d'Asie du Sud-Est, ils dépendent de ce couloir pour faire tourner leurs industries, leurs transports, leurs centrales électriques. Depuis 2 semaines, les forces américaines tentent de le rouvrir, et elles n'y arrivent pas. Donald Trump lui-même a appelé les capitaines de pétroliers à faire preuve de courage, à passer malgré tout, à montrer qu'ils n'ont pas peur. Les eaux restent bloquées. Les tankers s'accumulent à l'entrée du détroit comme des voitures coincées dans un embouteillage sans fin, et la Maison-Blanche, malgré ses communiqués rassurants, ne contrôle pas ce passage. C'est dans ce contexte précis que l'Iran tend ce qu'il présente comme une branche d'olivier. Le détroit peut rouvrir, le commerce peut reprendre, les tankers peuvent circuler à nouveau, mais le prix n'est pas militaire, le prix est monétaire, et c'est là que tout bascule. Parce que accepter cette condition, même tacitement, même partiellement, même temporairement, ce n'est pas signer un traité de paix. C'est reconnaître qu'il existe désormais une alternative crédible au dollar dans le commerce pétrolier mondial, c'est valider un précédent. Et dans l'histoire des systèmes financiers internationaux, les précédents ont une fâcheuse tendance à devenir des normes. Washington le sait, c'est pour ça que cette condition est traitée à Washington non pas comme une proposition diplomatique, mais comme une menace existentielle. Pas pour l'armée américaine, pour le dollar américain. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 1974. Il faut comprendre ce qu'est vraiment le pétrodollar et ce que sa remise en cause impliquerait concrètement pour la puissance américaine. 1974. La guerre du Kippour vient de se terminer. Le choc pétrolier a ébranlé les économies occidentales. Et dans ce moment de vulnérabilité, Washington et Riyad concluent un accord qui va silencieusement reprogrammer l'économie mondiale pour les 50 années suivantes. Le deal est simple, l'Arabie Saoudite s'engage à vendre tout son pétrole exclusivement en dollars américains. En échange, les États-Unis garantissent sa sécurité militaire. Les autres producteurs regardent, puis ils montent dans le train à leur tour. Et presque du jour au lendemain, une règle non écrite mais absolue s'installe sur les marchés mondiaux. Tout le pétrole se vend en dollars. Point final. En apparence, c'est une décision technique, une convention comptable, presque ennuyeuse. Mais ses conséquences sont monumentales, parce que cette règle crée mécaniquement une chose extraordinaire, une demande mondiale permanente et structurelle pour la monnaie américaine. Voici pourquoi. Un pays qui veut acheter du pétrole doit d'abord posséder des dollars, que ce pays s'appelle le Japon, l'Allemagne, le Brésil ou le Kenya. Il lui faut des réserves en dollars dans sa banque centrale. Il doit en acheter, en accumuler, en conserver, et cette obligation, répétée chaque jour par des centaines de pays sur toute la planète, génère une demande colossale et continue pour le dollar. C'est cette demande qui a permis à Washington d'emprunter à des taux extraordinairement bas
pendant des décennies. C'est elle qui a autorisé des déficits budgétaires gigantesques sans provoquer l'effondrement de la monnaie. C'est elle qui a donné aux sanctions américaines un pouvoir capable d'étrangler des économies entières, parce que couper un pays du dollar, c'est couper un pays du commerce pétrolier mondial. Le pétrodollar n'est pas une bizarrerie financière, c'est le cœur battant de la suprématie américaine, c'est ce qui permet au Pentagone de dépenser plus que les 10 plus grandes armées suivantes réunies, c'est ce qui donne à Washington un poids démesuré dans les négociations commerciales internationales. C'est l'ossature invisible qui soutient les 800 installations militaires américaines réparties aux 4 coins de la planète, un réseau sans précédent dans l'histoire, qui ne serait tout simplement pas finançable sans les avantages structurels liés à la domination du dollar. Ce système a tenu 52 ans. Il a survécu au choc pétrolier, à la chute de l'Union soviétique, à la crise financière de 2008, à la montée en puissance de la Chine. Chaque fois qu'un acteur a tenté de s'en affranchir, Saddam Hussein en 2000 quand il a commencé à vendre son pétrole en euros, Muammar Kadhafi quand il a proposé un pétrodinar africain, les conséquences ont été brutales. Radicale, définitive, le message envoyé à chaque fois était le même, le pétrodollar ne se remet pas en question, et c'est précisément ce message que l'Iran est en train de défier. Non pas avec une armée, non pas avec une alliance, mais avec un couloir maritime étroit et une condition transactionnelle posée à son entrée, payer en yuan ou rester à l'ancre. Voici ce que les bulletins d'information n'ont pas vraiment raconté. Depuis le 28 février, premier matin de l'opération Epic Fury, les pétroliers iraniens ont fait passer plus de 11 millions de barils de brut à travers le détroit d'Ormuz. Chaque baril est parti vers la Chine. Chaque transaction a été réglée en yuan, pas en dollars. Les navires chinois ont traversé ces eaux contestées sans être inquiétés. Personne ne leur a tiré dessus. Personne n'a établi de blocus contre eux. Leur cargaison a continué de circuler pendant que les autres pétroliers s'accumulaient à l'entrée du détroit, immobilisés, attendant une autorisation qui ne venait pas. 2 systèmes ont commencé à fonctionner en parallèle. Les pétroliers réglés en yuan circulent, les pétroliers liés au dollar restent peu bloqués, et cette séparation silencieuse a duré 14 jours sans provoquer le séisme médiatique qu'elle aurait dû provoquer, parce que tout le monde regardait ailleurs, les frappes, les cartes militaires, les conférences de presse du Pentagone. Pendant ce temps, dans la réalité concrète du détroit, un précédent s'installait tranquillement. Puis le Pentagone a frappé Kharg Island. Kharg Island, la principale plateforme d'exportation du pétrole iranien, par laquelle transitaient environ 90% des ventes de brut du pays. Une frappe présentée comme la preuve définitive de la domination opérationnelle américaine. Regardez ce qu'on peut détruire quand on le décide. Le message était limpide, sauf que l'Iran s'est adapté en 48 heures. Les pétroliers ont reçu de nouvelles consignes de routage vers le terminal de Jask, situé sur le golfe d'Oman, au sud du détroit d'Ormuz. Autrement dit, pour ses propres exportations, l'Iran a trouvé un contournement. Le site militaire avait été touché. Les dégâts étaient réels. Mais le levier économique, lui, était resté intact. Et sa position de négociation n'avait pas bougé d'1 millimètre. Comprenez ce que cela signifie concrètement. Les États-Unis ont détruit l'outil, l'Iran a changé d'outil. Et pendant ce temps, la condition posée à l'entrée du détroit, payée en yuan, n'avait jamais été retirée de la table. Revenons maintenant à l'annonce iranienne de vendredi, parce qu'elle prend un sens radicalement différent à la lumière de tout ce qui précède. Cette annonce n'introduisait pas une nouvelle menace, elle officialisait un modèle qui fonctionnait déjà. Téhéran ne proposait pas un saut dans l'inconnu, il demandait au monde s'il voulait rendre permanent un arrangement qui opérait déjà dans la réalité, silencieusement, quotidiennement, baril après baril, et dans les salles de marché, dans les banques centrales, dans les ministères des Finances de dizaines de pays. Cette question a commencé à produire des calculs très inconfortables parce que 11 millions de barils en 14 jours, réglés en yuan, sans incident, sans blocus, sans représailles, ce n'est plus une hypothèse théorique, c'est une démonstration. Pendant toute cette guerre, la Chine n'a pas lancé un seul missile. Elle n'a déployé aucun soldat, elle n'a organisé aucune conférence de presse, elle n'a pris aucune position publique fracassante, et pourtant, ce conflit fait avancer ses intérêts financiers à une vitesse qu'elle n'aurait pas pu obtenir en 10 ans de diplomatie ordinaire. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce que la Chine a construit en silence pendant que tout le monde regardait ailleurs. Depuis plusieurs années, Pékin développe une infrastructure de paiement international alternative au système dominé par Washington. Elle s'appelle CIPS, le Cross-Border Interbank Payment System. En 2025, ce réseau a traité environ 245 000 milliards de yuans de transactions internationales, une hausse de 43% par rapport à l'année précédente. Arrêtons-nous sur ce chiffre.
une hausse de 43% en un an. Ce n'est pas une expérimentation, ce n'est pas un projet pilote, c'est une infrastructure qui monte en puissance, qui gagne des utilisateurs, qui s'intègre progressivement dans les circuits du commerce mondial. Et cette infrastructure existait déjà, pleinement opérationnelle, le jour où l'Iran a posé sa condition à l'entrée du détroit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une préparation méthodique. Pendant des années, la Chine a acheté discrètement du brut iranien en yuan. Pendant des années, elle a soutenu des systèmes de règlement alternatifs au contrôle occidental. Pendant des années, elle a préparé l'architecture nécessaire au jour où un moment comme celui-ci arriverait. Et quand le détroit s'est fermé au trafic réglé en dollars, tout ce travail préparatoire est soudain devenu opérationnel. Les navires chinois ont continué à avancer pendant que les autres attendaient. Maintenant, imaginez un pays d'Asie du Sud-Est qui a besoin d'importer du pétrole pour soutenir sa croissance. Avant cette guerre, il n'avait en réalité qu'une seule option pratique, convertir sa monnaie en dollars, passer par les circuits dominés par Washington, acheter son pétrole selon les règles établies depuis 1974. Mais si les paiements en yuan à travers Hormuz deviennent normaux, ce même pays découvre soudain une deuxième voie. Convertir sa monnaie en yuan, utiliser CIPS au lieu de SWIFT, acheter du pétrole potentiellement moins cher, le faire transiter sans blocage, sans dépendre du système américain, et à partir du moment où cette voie fonctionne, il devient extraordinairement difficile de la refermer. L'histoire économique le montre sans cesse. Les États abandonnent rarement un système moins cher et opérationnel pour revenir volontairement à un système plus coûteux. Pas par idéologie, par intérêt. Tout simplement. C'est précisément pour cela que Washington se trouve peut-être engagé dans une course contre la montre invisible. Pas contre l'armée iranienne, pas contre la marine chinoise, contre le temps lui-même, contre l'accumulation quotidienne de précédents qui finissent par devenir des normes. Chaque jour où des pétroliers réglés en yuan traversent Hormuz sans incident, le précédent se renforce. Chaque cargaison prouve qu'une alternative fonctionne. Chaque banque centrale qui commence à stocker plus de yuan devient un peu moins dépendante du dollar. Un peu moins captive du système construit en 1974. Le système du pétrodollar ne s'effondrera pas du jour au lendemain. Personne ne devrait s'attendre à un basculement spectaculaire, à une annonce dramatique, à une reddition formelle. Ce n'est pas ainsi que les systèmes monétaires mondiaux changent. Ils changent par glissement, par accumulation de petites décisions rationnelles prises par des acteurs qui cherchent simplement la voie, la moins chère et la plus sûre. Et c'est précisément ce type de glissement silencieux qui est en train de se produire pendant que les bombes tombent, pendant que les briefings militaires s'enchaînent, pendant que les chaînes d'information restent hypnotisées par les cartes d'état-major. Sous tout ce bruit visible, quelque chose de beaucoup plus discret est en mouvement. Deux tableaux de score coexistent dans cette guerre. Le tableau militaire, celui que tout le monde regarde, les frappes, les stocks de missiles détruits, les usines de drones touchées, les victoires tactiques illustrées par des images satellites et des briefings rassurants. Sur ce tableau, les États-Unis avancent. Leur supériorité est réelle, personne ne la conteste sérieusement. Et puis il y a l'autre tableau, le tableau financier, celui que presque personne ne regarde, les transactions en yuan qui augmentent, les importations chinoises de pétrole iranien qui progressent, les pétroliers réglés en dollars qui restent à l'arrêt devant Hormuz, pendant que les navires chinois circulent librement. Ces deux tableaux ne racontent pas la même histoire. Les États-Unis sont entrés dans ce conflit avec des objectifs clairs, réaffirmer leur domination au Moyen-Orient, démontrer leur suprématie militaire, punir durablement l'insoumission iranienne. 14 jours plus tard, sur le terrain militaire, des progrès ont été accomplis. Mais sous le plan militaire, quelque chose glisse dans une direction que Washington n'avait ni anticipée, ni vraiment préparée. L'Iran ne gagnera peut-être pas militairement au sens classique du terme, mais il est possible qu'il n'en ait jamais eu besoin, parce que son vrai pari n'était pas de battre l'US Navy. Son vrai pari était de prouver une seule chose au reste du monde, qu'il est possible de faire transiter du pétrole par le goulet maritime le plus stratégique de la planète sans qu'un seul dollar américain ne change de main. Et que ce précédent, une fois établi, une fois répété, une fois normalisé, devient infiniment difficile à effacer. Le système du pétrodollar a fêté son 52e anniversaire le jour même où cette guerre a officiellement commencé, et quelque part dans les ministères des Finances, dans les banques centrales, dans les salles de marché de dizaines de pays, des calculs sont en train d'être refaits, silencieusement, méthodiquement,
Sans conférence de presse, sans déclaration fracassante, la Chine, elle, semble avoir fait ses calculs depuis longtemps et sa réponse était prête bien avant que la plupart des observateurs comprennent seulement que la question était posée. Voilà peut-être la vérité la plus dérangeante de ce conflit. Les missiles offrent des images spectaculaires, les porte-avions offrent des symboles impressionnants, mais à la fin, ce sont peut-être les tableaux de réserve, les systèmes de paiement et les feuilles de calcul qui diront qui a réellement gagné. Pas par une victoire militaire éclatante, pas par une occupation, pas par une reddition, mais par une condition transactionnelle extraordinairement simple posée à l'entrée d'un passage maritime étroit, payé en yuan ou resté à l'ancre.